Allô? 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 Oui, oui. Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Bienvenue sur l'émission Allô à livre ouvert, donc présentée par moi-même, Anna, et Kerima Chalbeb, qui elle-même est auteure. Ouais, Et donc le concept de l'émission, c'est de vous ramener un peu plus d'amour de la lecture, de vous donner envie de retourner dans les livres et aussi de vous présenter des auteurs qui méritent d'être plus visibles, oui, donc des auteurs peu connus. Voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique et notre fierté. ça nous tient à cœur, oui. Inch'Allah. Je vais juste mettre un peu plus de luminosité. Alors, comment ça va, Anna, depuis cette petite pause vacances? C'est très bien, alhamdulillah. Les vacances ont été chargées en émotions, beaucoup d'événements, d'émotions. Alhamdulillah, donc on va dire que c'était un mois d'action intérieure. Et Oui, toi? bah, c'est passé vite aussi, j'avais beaucoup de projets. Bon, j'ai pas réussi à tout faire, mais je me suis aussi reposée. Ça, c'était difficile, mais je me suis forcée à me reposer. Il Alhamdoulilah. faut, Ouais. il faut. Et puis là, c'est la rentrée qui arrive, donc ben voilà, on se prépare, je pense, un petit peu tous Ouais, dans nos plannings, dans ce qu'on a envie de mettre en place dès la rentrée. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, on est content de revenir avec Allo pour beaucoup de nouvelles émissions, Inch'Allah. On est déjà à l'épisode 16, je suis choquée. À chaque fois, je suis choquée. J'en dis, je suis choquée. Ça fait 16 mois, 16 mois, 16 mois, ça fait plaisir en fait de commencer quelque chose et puis de voir avec le temps comment ça évolue et puis de persévérer dans ça. Et voilà, je pense qu'on gagne en expérience. Je pense que cette année 2023, donc il y aura environ 10 podcasts, hein, puisque c'est un par mois, Inch'Allah. Et je pense que ça va être de mieux en mieux. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de personnes, de sœurs qui ont écrit des ouvrages à nous suggérer, c'est le cas d'une suggestion, n'hésitez Oui. pas. On a Ouais. besoin de faire notre petit calendrier 2023-2024. Voilà. Exactement, on fait un appel à hauteur. Et peu importe le livre, hein, tant que c'est un livre que la personne a écrit elle-même, évidemment, ou on peut être aidé, mais voilà, pas un livre en fait que la personne a envie de faire découvrir aussi. Parce que Oui, parfois on écrit des choses qu'on veut laisser cacher. mhm, Mm. c'est ça. Bon, bah pour l'émission d'aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit rappel pour commencer, évidemment, Mhm, pour commencer par des petits rappels avant d'introduire. mhm. Sur... Anna, par contre, je pense que ton micro, il est un peu trop fort parce que je m'entends parler. Je sais pas si tu peux essayer de régler, désolé. Tu as de l'écho, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ben, je vais le retirer. Est-ce que ça va? Euh, attends. J'entends encore un petit peu, ouais. Mais bon, je pense que c'est déjà mieux. D'accord. Je Alors, crois. vous me dites si je retire les écouteurs. Ah, là, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Si, mais moi, ouais, Ouais, voilà. Donc, voilà. Et peut-être je vais baisser le son et tu me dis si ça marche. alors, est-ce qu'on m'entend parler? Allô, allô? À livre Alors, ouvert, allô, j'ai allô? pas d'écho, hein. Moi, de Oh, mon tant pis, c'est côté, bon. je t'entends très bien. Ouais, c'est bon, machallah. Alhamdoulilah. Ouais, ok. Donc, désolée pour ce petit problème technique. Vous êtes habitués avec nous maintenant, hein? Donc, Ouais, ça fait ça fait partie partie de de l'émission. l'émission. Je voulais faire un petit rappel, du coup, pour introduire l'ouvrage qu'on a lu ce mois-ci. Un petit Mhm. rappel sur la pudeur, sur la place de la pudeur et sur l'habillement, sur la façon de se vêtir. Parce que c'est vrai que dans notre société contemporaine, on se rend compte que la pudeur, le fait de se couvrir, le fait d'avoir une certaine, d'avoir un certain type d'habillement qui serait plus couvrant que la norme, on voit bien que c'est assez mal vu et c'est surtout mal compris. Et j'aimerais bien qu'on fasse du coup à partir de là un petit focus sur la littérature antique parce que, subhanallah, en fait, à chaque fois qu'on aborde un sujet, j'aime bien regarder un petit peu dans ce qui s'est fait dans le passé. Et il y a Mhm. souvent des échos de ce qu'on vit. Enfin, le passé est souvent un écho à ce qu'on vit de façon contemporaine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais, il y a complètement. souvent des En petits fait, rappels. on pense être quelque part les humains les plus évolués qui n'aient jamais Ouais, existé sur Terre. On a tout inventé à partir de la révolution industrielle. Mais en fait, les hommes pensent depuis le début, hein. Et oui, donc, c'est ça. effectivement, les idées sont juste recyclées comme l'eau, hein, le cycle de l'eau. Voilà.
qui s'évapore, Exactement. qui revient. Enfin voilà, donc effectivement, le passé nous éclaire sur le présent. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, dans la littérature antique, en particulier celle de Sénèque. Donc, Sénèque, c'est un philosophe stoïcien que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la philosophie stoïcienne. Et en fait, lui, il plaçait la pudeur comme quelque chose de, comme une valeur noble, parce que il a écrit dans une lettre. Donc, il a écrit une lettre à sa maman. Parce qu'il devait consoler sa maman parce que, voilà, en général, les philosophes de l'époque ou les dramaturges, les personnes qui prenaient position dans la société, elles étaient souvent un peu mises au ban ou exilées parce qu'elles disaient des choses qui ne plaisaient pas. Donc là, il a été mis au ban, il a été exilé, je crois que c'est de Rome. Et bref, et donc du coup, il a écrit une lettre à sa mère qui s'appelle Consolation à Elvia, ma mère, et dans laquelle il commence la lettre par à tes yeux, l'unique parure, la beauté suprême et qui nargue toutes les atteintes du temps. L'ornement le plus glorieux d'une femme, c'est la pudeur. Et en fait, il rendait un petit peu hommage à sa maman qui avait placé la pudeur dans sa vie comme une valeur noble à laquelle elle tenait beaucoup. Et en fait, si on continue dans l'époque antique, j'ai fait un peu de recherche et on apprend que le terme pudicitia, plutôt si on parle bien latin, qui signifie la vertu, ça a une histoire en fait. Ce terme-là, il a une histoire parce que Pudicitia, elle était considérée comme une déesse, donc la déesse chasteté. Voilà, il y avait beaucoup de dieux et de déesses dans la Rome antique. Et elle était honorée par les matrones, donc par les femmes d'un certain âge, mais aussi par les hommes. Et en fait, on se rend compte que cette notion de pudeur ne touche, et c'est d'ailleurs le cas dans l'islam, ne touche pas que la sphère du corps en fait. Il y a vraiment quelque chose, si y a une déesse qui s'appelle Pudicitia, qui veut dire chasteté, pudeur, c'est que ça va bien au-delà d'un simple vêtement, subhanallah. Et c'est là que je me suis dit, encore une fois, on a des échos par rapport à notre religion. Parce qu'en fait, dans sa définition classique, le pudique, c'est celui qui considère son corps, et par extension sa vie, ses affaires privées, son comportement, comme quelque chose de très précieux, de trop précieux précisément pour que cela soit dévoilé. Donc il y a vraiment quelque chose de très noble en fait. C'est pas juste je me couvre parce que je veux absolument pas attirer ou non, c'est que je m'aime tellement, subhanallah, je me sens tellement précieuse bah, qu'en fait j'ai pas envie que tout le monde me voit. Subhanallah, il y avait déjà ça dans la Rome antique et je trouve ça très beau. Et il y a une vraie noblesse là-dedans. Et en plus, dans la Rome antique, comme dans l'islam encore une fois, la pudeur était reliée à une certaine forme de piété. Parce qu'on disait que la personne qui était pieuse, elle avait forcément pardon, une forme de pudeur en fait, de réserve, quelque chose dans ce style-là. Et on sait très bien que dans l'islam, il y a un hadith qui le dit, la pudeur fait partie de la foi. Le fait d'être... Oui, et un autre hadith aussi, Mhm. où le prophète a dit, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Oui, exactement, oui, subhanallah. Sous-entendu, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel Oui. chez les croyants, machallah. Et donc juste pour finir au niveau un petit peu historique, parce que je trouve ça toujours intéressant, j'aime bien le petit côté historique, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, qu'on a relié plus spontanément la pudeur à une caractéristique féminine, à une sorte de féminité. Parce qu'à la fin de ce siècle, d'ailleurs, le mot pudeur prend une toute autre tournure puisqu'on va commencer à l'introduire dans la loi. C'est-à-dire qu'on va parler de attentat à la pudeur. Par exemple, un attentat à la pudeur, c'est quoi? C'est un fait, donc une chose, dans laquelle l'individu commet une action qui va à l'encontre de la pudeur de quelqu'un d'autre, donc à l'encontre de sa dignité. Subhanallah. Et par pudeur, voilà, à ce moment-là, en fait, on entendait vraiment dignité et décence. Et il est vrai que après ça peut faire un petit peu vieille rombière ou vieille voilà, pas très moderne, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, je suis un petit peu nostalgique, subhanallah, de ces femmes-là qu'on voyait un peu, tu sais, nos grands-mères ou dans l'ancien temps, même ma maman adoptive, elle a la soixantaine, mais je trouve qu'ils avaient quand même dans leur façon de se vêtir une certaine pudeur, mais quelque chose de noble en fait. Tu sais, quand ils allaient à l'église, ils mettaient un petit voile, ils avaient quelque chose, des gants. Il y a vraiment une pudeur et une élégance, je trouve, qui est perdue en fait, subhanallah, au niveau de l'habillement. Je trouve que les femmes, elles avaient beaucoup de classe. Et je trouve que ça se perd de plus en plus. À cause de wokisme, à cause de voilà, tout ça progressiste, machin. On perd beaucoup je sais pas, de ces adeptes que j'aimais bien, moi, personnellement. C'était une élégance vraiment qui était très féminine, mais qui était aussi très sobre, parce qu'à l'époque, en fait, ça paraissait pas être un truc de fou, c'était juste décent de s'habiller comme ça. Mais en même temps, c'était très classe. Alors que maintenant, c'est vrai, quand on parle par exemple du voile, parce que ça va être notre sujet d'aujourd'hui, vous avez bien compris, on a un peu tendance à dire ouais, c'est pas féminin, c'est pas classe, c'est un bout de tissu, c'est informe. Alors qu'au contraire, vraiment, moi je trouve que c'est. Par exemple, moi je suis convertie.
et c'est à partir du moment où j'ai porté le voile que je me suis sentie la plus féminine possible. Alors qu'avant, je m'habillais avec des tendances de l'époque, très maquillée, etc. Mais quand je porte mon hijab, je trouve qu'il y a quelque chose d'essentiellement féminin là-dedans. Subhanallah. Et dans la littérature antique, ils avaient bien compris ça. Euh, Parce qu'il faisait vraiment de la pudeur une notion essentiellement féminine. Et la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet, c'est évidemment par rapport au thème d'aujourd'hui, du voile, mais aussi de façon générale à une sorte de réaction très classique et un petit peu mainstream, c'est-à-dire que tout le monde fait, mais bon, voilà, je suis pas peut-être pas originale, mais tout de même sincère à tout ce qu'on voit en fait un peu depuis des années. À tout ce que subissent les femmes depuis des années, je trouve, par le prisme de leur image, de leur corps, de leur beauté. Que ce soit dans des publicités pour yaourt, pour voiture, dans des clips de rap, pardon, mais encore pire dans des films pornographiques, le corps de la femme, il est tout le temps exploité, utilisé, il faut le dire, souvent sali et souillé, à des fins tout sauf nobles. Et oui, certains se diront que c'est peut-être un petit peu lâche, en fait, et que c'est pas aborder le problème de fond que de se cacher, parce que du coup c'est facile, ah bah du coup pour plus qu'on dise mon corps, je me cache, c'est un peu facile. Oui, c'est peut-être un petit peu lâche, mais peut-être que la pudeur, en fait, elle serait peut-être à voir comme un début de solution à tout ça. Ici, évidemment, en bonne féministe, je passe pas sur le rôle des hommes. Le rôle des hommes, il est clair, ils doivent baisser les yeux, ils ne doivent pas regarder, etc. Mais je trouve que si on se concentre sur les femmes, parce que j'en suis une, nous en sommes, rendre hommage à notre corps, peut-être qu'il résiderait autrement. Peut-être qu'il résiderait justement dans cette forme de je le trouve tellement précieux et tellement noble et tellement beau que finalement je mets des limites à qui peut le voir. Et peut-être que finalement, ça ne résiderait pas dans je le montre à tout le monde et j'en fais quelque chose de très marchandisable, de très consommable. Peut-être, là, je juge aucune femme, c'est mon avis personnel. Et dans la littérature antique, dans les temps d'avant, dans les époques anciennes, on avait plutôt ce rapport-là au corps de quelque chose de très, très précieux, en fait, et qu'il fallait conserver. En plus, on a tellement de choses à mettre, parce que quelqu'un peut avoir un physique dit ingrat, mais après, il n'y a pas de physique ingrat, mais tu vois ce que je veux dire, qui ne rentre pas dans les standards. Et Voilà, pour autant, plutôt. ce qu'il va dire, voilà. Et pour autant, ce qu'il va dire va être très intelligent. Et inversement, on voit beaucoup de bimbos ou de personnes comme ça qui, quand elles ouvrent la bouche, que Dieu me pardonne, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc, c'est vrai que, pourquoi pas, essayer de mettre un petit peu cette apparence de côté, désolé, et essayer de redorer un peu, de remettre un peu sur le devant de la scène le sel de notre personnalité, ce qui fait en fait ce qu'on est, notre intelligence, notre vivacité. Et bah, des fois, c'est vrai qu'il faut pour ça mettre un voile. Je sais que moi, personnellement, depuis que je me suis voilée, tu me diras pour toi, mais même s'il y a toujours voilà, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu limites, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à être écoutée pour ce que je dis et pas forcément pour mon corps ou, tu vois. Bon, après, malheureusement, il y a l'autre extrême où on va pas m'écouter parce que j'ai ça aussi, tu vois. Mais je Oui. trouve quand même il y a une sorte de. Il y a quelque chose en plus, subhanallah. Et dans un siècle, finalement, je finirai sur ça, dans un siècle où tout nous incite à l'inverse, on pourrait peut-être tâcher de faire revivre par notre islam, par nos voiles, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, par nos modes très modestes et classes, une sorte d'élégance à l'ancienne, qui justement encensait vraiment la féminité. Une sorte de classe et d'élégance vraiment très ancienne, qui ne découvrait pas tout, mais qui laissait deviner beaucoup de choses. Donc voilà. C'est tout pour Ah, ce petit merci. rappel d'aujourd'hui. D'abord, il n'était pas petit, le rappel. Et J'essaye j'ai de faire appris pas toujours mal de choses. petit. Non, j'ai appris pas mal de choses. Et j'aime bien à chaque fois que tu fasses un parallèle comme ça avec des grands auteurs littéraires parce que, en fait, on peut être perçu par rapport au sujet du voile ou de la pudeur, à notre vision de la pudeur, comme des arriérés. Et donc, dans ce cas-là, à partir de quelle date on n'est plus arriéré? C'est-à-dire, oui, Sénèque, c'est très loin. Donc, est-ce que c'est arriéré de penser comme Sénèque? Tu vois, Ouais. qu'est-ce que c'est arriéré? Qu'est-ce que c'est moderne? C'est quoi en fait? Enfin voilà, mais en tout cas, tu as soulevé pas mal de petites questions. Je pense que les auditeurs pourront après réécouter et voir en fait les petits mots ici et là qui leur permettent un peu de se positionner. Et puis après, comme tu le disais, chacun a son opinion, chacun a comment dire, une définition de la pudeur. Et ce qui est important, c'est oui, de respecter chaque définition de la pudeur. Mais j'ai aimé quand tu parlais de la pudeur au niveau, on va dire, vie privée, quoi. C'est-à-dire que la pudeur, c'est pas seulement cacher le corps, c'est cacher un petit peu aussi peut-être la vie. C'est donc le contraire un peu des réseaux sociaux parfois. Et c'est de peut-être pas s'exhiber dans tout ce qu'on est et de se mettre à nu comme ça, comme une fleur au bord de l'autoroute, quoi.
Et c'est ça que j'aimais bien, juste pour réagir sur ça, c'est ça que j'aimais bien justement dans cette période-là, parce que j'ai fait mes 2 mémoires sur le stoïcisme, et D'accord. il parle beaucoup de tout ça, de ce qui est, il y a la sphère privée, la sphère publique, le fait, ça ressemble beaucoup à l'islam, subhanallah, même si eux, ils sont pas monothéistes, mais ils pensent qu'on appartient à un grand ordre cosmique, etc. Et ce que Mhm. j'aimais bien dans cette définition-là antique de la pudeur selon Sénèque, c'est que nous, maintenant, ce qui est le problème, entre parenthèses, c'est que on voit ça que comme le hijab. Genre, il faut être mastour, le hijab, etc. Mais à côté de ça, on peut avoir des fois des comportements. Tu te dis, ben, c'est pas vraiment, ça correspond pas vraiment à la pudeur qu'on essaye de montrer avec nos vêtements. Tandis que dans la littérature antique, en tout cas dans cette période-là, c'était vraiment une pudeur généralisée. Il y avait vraiment la sphère privée, bien définie, la sphère Mhm. publique quand tu participais aux assemblées, etc. Et la sphère du divin. Mais c'était vraiment une pudeur très généralisée. Ça n'englobait pas que la façon de s'habiller. Et moi, de toute façon, je trouve que le hijab, c'est un petit pas quant à la pudeur qu'on essaye d'avoir. C'est un Mhm. petit pas physique, mais il y a tout un travail derrière et les portes s'ouvrent de l'intérieur, si tu veux, tu vois, c'est vraiment intérieurement, tu dois d'abord commencer ta pudeur et ensuite le hijab, il vient couronner un petit peu ça, je trouve Tout après. à fait. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et bah, justement, comme aujourd'hui, comme tu le montrais plusieurs fois, Oui, on va interviewer en fait un des 4 auteurs de Doux Voile. Donc on parle de voile, mais on parle aussi de pudeur et on parle aussi donc de biographie, puisque ce sont 4 auteurs qui ont partagé, qui autrice. ont eu le courage. Oui, 4 autrices. Ah, pardon. Non, mais je mettais auteur avec un E, c'est parce que je peux pas le Ah, dire. ok, ça Non, en s'entend pas. fait, en vrai, je l'ai pas féminisé. Donc 4 autrices, Ouais. 4 autrices et qui ont eu le courage, je trouve, de partager un petit peu un passage de leur vie, parce que ça demande, je pense, du courage quand même. Et donc, je voulais parler de l'importance de lire des biographies. Donc, pourquoi c'est important de lire des biographies? Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les librairies, on a tout un tas de guides pratiques, de livres, de méthodes pour nous expliquer comment résoudre un problème. Et donc, on a des livres de recettes, de sport, de développement personnel, comment se faire des amis, comment manager une équipe, comment. Et donc, c'est super parce qu'on a donc des recettes euh, avec des méthodes à mettre en place. Ce qu'il y a, l'inconvénient, c'est que bah, quand on est des personnes vraiment très très différentes, on ne sait pas en fait si cette méthode va fonctionner pour nous, Mhm. malgré la promesse de vente qui est ça va transformer votre vie. Euh, Parce que tout le monde ne fait pas de la même manière. Et donc, ce que j'aime moi dans les biographies, c'est que on sait très bien qu'on n'est pas la personne en face. Donc tout de suite, en fait, il n'y a pas cette promesse de je l'ai fait, donc vous le faites aussi. Enfin, tu vois, on est vraiment pas dans une promesse de méthode pas à pas ou d'explication comment faire, mais simplement de description d'expérience. Et donc, lire une autobiographie, ça permet vraiment de plonger littéralement dans la vie de quelqu'un, dans ses sentiments, dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a ressenti dans chaque situation. Et comment, euh, en fait, c'est un cheminement, ça reste une méthode aussi, mais une méthode qui a été personnelle. Mhm. Et comment cette personne a sauté des obstacles, comment elle a surmonté des difficultés et comment elle en est arrivée à un point où peut-être nous, ça peut nous inspirer pour notre propre vie, euh, pour nous donner envie d'arriver à cet endroit-là aussi. Donc comme le biographe en fait, Mhm. enfin pas le biographe, Oui, l'auteur qui raconte un peu un passage de sa vie. Et puis en plus de ça, euh, raconter des biographies, raconter des histoires de vie, ça nous permet de mémoriser un petit peu les passages. En général, c'est agréable. Je pense qu'à peu près tout le monde, je pense, aime lire des biographies mhm. parce qu'il y a ce côté réel, Ouais, tu c'est vois. vrai. Il y a ce côté réel et se dire ah bah alors c'est possible. On n'est pas dans le fantastique ou dans un roman. Mhm. Euh, Il y a le côté aussi un peu mystifiant des fois, non? Comment? Tu sais, par exemple, quand on lit la biographie de quelqu'un de super célèbre et tout, il y a aussi le Ouais, côté un peu démystifiant en mode ah, mais en fait, il faisait ça lui aussi. Tu sais, c'est un humain, c'est quoi, en ça. fait, tu vois. C'est ça. Ouais. Et quelqu'un qui écrit sa biographie de manière assez honnête, alors on n'a pas à raconter toute sa vie de A à Z, hein, c'est pas ça une biographie, mais parce que nous on voit, comme tu dis, les personnes un peu célèbres, ceux qui ont accompli des grandes choses, on les voit simplement au sommet de la montagne et on se dit waouh, 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 tu vois. Donc il y a le côté, on va l'idéaliser. Et la biographie, comme ça va nous montrer un petit peu son parcours,
avec les difficultés et puis tout ce qu'il a traversé, et ben en fait, ça va démystifier tout ça et rendre humain toutes ces victoires-là qu'on voit comme un peu surhumaines ou un peu, bon, il a de la chance ou je ne sais quoi, ça permet vraiment de rendre l'humanité à toutes ces personnes-là et de se dire, bon, bah, en fait, voilà, c'est vraiment des humains comme les autres. Et les biographies, donc il y a cette espèce d'inspiration en fait que ça nous donne et donc de mentoring. Voilà, des mentors à distance. Donc c'est vrai que je vous conseille, si voilà vous n'avez pas de mentor, enfin on a toujours des mentors autour de soi en vrai, on est tous mentors les uns des autres, hein, quelque part. Mais c'est vrai qu'avoir accès à des biographies, vous avez accès à des personnes. Enfin, il n'y a que ce moyen-là pour accéder à ces personnes-là, parce que par exemple c'est des personnes célèbres ou des personnes décédées, etc. Et donc ça permet en fait d'être conseillé à distance par ces personnes-là. Et donc voilà, et bon, bah c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que si on veut atteindre un objectif, comme là, pour les personnes, les sœurs du coup, qui souhaitent peut-être s'inspirer, comment porter le voile, tiens, comment les personnes ont pu avoir ce courage-là, bah, ça permet voilà, d'aller vers les personnes vers lesquelles on voudrait ressembler ou les résultats qu'on voudrait obtenir. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, vive les biographies, et puis on devrait en lire un petit peu plus. Oui, et le point positif aussi, comme tu parlais des sœurs, c'est que nous, on a toujours tendance, l'être humain, à avoir du mal avec les rappels. Et c'est vrai que dans une biographie, en fait, on donne des conseils, mais sans les donner, parce qu'on parle juste de notre vie. Du coup, c'est un rappel un peu camouflé, tu vois. Oui, c'est moins direct que, tu vois, le grand professeur qui va dire fais ci, fais ça, c'est comme ça que c'est bien, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, le schtroumpf, parce que je pense que des fois j'ai ce côté-là, le schtroumpf, Oui, schtroumpf à lunettes, schtroumpf à lunettes. Oui, schtroumpf à lunettes. Et le grand schtroumpf aussi, ouais, les deux. Voilà. Bon, en tout cas, là, on va peut-être vous présenter, c'est pas peut-être d'ailleurs, on va vous présenter l'auteur, l'une des 4 autrices qui a accepté notre invitation et on la remercie d'avance. Donc, je vais l'inviter. Je pense qu'elle est déjà. Voilà. Alors, il y a Inexprimable. Non, Douvoile. Je sais pas si c'est Douvoile ou Inexprimable, du coup. Je pense Inexprimable. Ouais. Ouais, je pense. Bon, j'invite Inexprimable. Je pense que c'est elle. Parce que je pense que c'est les 2 comptes qui leur appartiennent. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alhamdulillah. Tu préfères sur ce compte-ci alors, pas sur l'autre? Non, mais Bintou, elle va venir aussi. Vous pouvez la... C'est super. Donc, Douvoile, c'est ça? J'invite Douvoile. Ouais. C'est la première fois qu'on va faire un live à 4. Oui. Bah, c'est la première fois, en fait, qu'on a un livre qui est coécrit. Ouais. À chaque fois, ce sont des auteurs uniques. Donc, en coécriture, c'est la première fois. Ça va, Eko? Alaykoum salam. Ah, ok. Vous allez bien? Ça va, Alhamdulillah. Eh ben, écoutez, donc là. Ça va. Oui. Alors, du coup, ça va créer au niveau du son, pour l'expliquer, ça va forcément créer un petit décalage. On va essayer de pas trop s'entre-vaucher, se chevaucher plutôt. Donc, on a invité donc Inès sous le pseudo Inexprimable et Bintou sous le pseudo Douvoile pour présenter donc ce livre que vous nous avez envoyé et qu'on a été ravis de recevoir, ravis de lire et qu'on a hâte de présenter. Du coup, pour les questions, comment on fait? Inès, tu réponds après Bintou ou comment on fait? Bah, on peut faire ça. Enfin, peu importe. Ouais. D'accord. J'aimerais bien savoir, pour commencer, comment est né ce livre, en quelques mots. Voilà. Je pense que c'est Bintou qui va commencer. Ouais. Alors, du coup, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Bintou, j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants et je suis en 2e année de licence de langue arabe. En fait, comment est née l'idée de ce livre? Moi, en Ramadan 2020, j'avais pour ambition de porter le voile. Sauf que dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de personnes qui le mettent et malheureusement, j'avais pas de conseils, j'avais personne auquel je pouvais me tourner
Et du coup, vu que j'aime beaucoup lire, je me suis tournée vers les livres. Je me suis dit que je vais forcément trouver des réponses à mes questions dans les livres en tapant des titres comme Femmes voilées en France, Comment porter le voile, le avant-après le voile. Et je tape tous ces titres-là sur Internet et Amazon, sur tous les sites possibles, et je ne trouve pas. Et moi, j'avais ce besoin. En plus des rappels que j'avais lus et les hadiths sur les obligations du voile, j'avais besoin qu'on me dise ce qui allait se passer pour moi en France après avoir mis le voile, parce que c'est très spécial. Dans certains pays, on met le voile et il y a pas de changement, c'est le cours de notre vie reste le même. Mais en France, c'est très particulier. Et donc, j'avais besoin d'un témoignage ou de conseils pour me rassurer dans cette démarche-là. Et donc, je tape tous les titres inimaginables et je ne trouve rien du tout. Et par la force de mes invocations et par la grâce d'Allah, j'ai quand même réussi à sauter le pas. Sauf que l'idée me trotte dans la tête pendant 2 ans. Je me dis, mais je suis sûre que, pareil, il y a des filles dans la même situation que moi qui vont vouloir se tourner vers des livres pour avoir des réponses à leurs questions, mais qui ne trouveront pas. Donc, ce livre-là, il faut bien qu'il soit écrit par quelqu'un, mais par qui? Donc, j'appelle des amis à moi et je leur fais part de mes interrogations. Et de là, elles me disent, mais pourquoi toi, tu l'écris pas? Bah non, je ne peux pas écrire de livre, moi. Bah, pourquoi tu n'écris pas ce livre, Bintou? Bah parce que je ne suis pas autrice. J'ai pas fait, tu sais, j'avais tous les a priori comme quoi il fallait un bac littéraire ou voilà pour pouvoir écrire un livre. Et je lui dis, bah non, je ne peux pas écrire ce livre. Et pourquoi tu n'écrirais pas ce livre? Et après cette conversation avec cette amie, je raccroche le téléphone et je me dis, bah si, elle a raison, si elle était aussi, comment dire, pour elle, c'était tellement une évidence que ça soit moi que je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi moi je pourrais pas écrire ce livre-là? Et donc, du coup, de là, moi, de nature très, très action-réaction, je fais un flyer et je fais un appel à témoignage. Dans un premier temps, dans mon école, à l'USH. Donc, j'ai toute l'école en plus qui est derrière moi, alhamdoulilah, les professeurs qui en parlent dans leur classe. On met des flyers dans toute l'école. Et je fais aussi une annonce sur les réseaux sociaux. Donc, sur l'école, je reçois des témoignages par mail. Et sur les réseaux sociaux, bah, j'ai trouvé pas mal de personnes qui ont répondu à l'appel, d'où Inès. Et donc, on fait le tri, donc on reçoit des mails. Et on fait le tri, c'était l'étape la plus difficile en fait, parce que tu as envie de... t'as envie de mettre tout le monde dans le livre, mais tu peux pas mettre tout le monde. Mais son histoire, elle est incroyable, elle, mais elle aussi, son histoire, elle est incroyable. Mais plein de filles pourront se reconnaître dans son histoire à elle. Et je me dis, non, Bintou, concentre-toi. Il faut que tu prennes. Et déjà, il faut que tu te fixes sur le nombre de personnes qu'il faut que tu mettes dans le livre. Et je me suis dit, 4, c'est bien. Donc, j'ai pris 4 personnes d'horizons différents, d'origines différentes, d'âges différents. Et je me suis dit, comme ça, on va essayer de parler et de tous les angles de vue au niveau du voile et de faire en sorte surtout que tout le monde puisse se reconnaître à travers nos témoignages. Ouais. Et donc, voilà, j'ai trouvé mes 4 autrices, mais je savais qu'il fallait qu'on soit accompagné parce qu'écrire un livre, c'est pas comme un journal intime, quoi. Il faut une certaine directive, il faut, voilà. Et donc, je fais un deuxième appel à témoignage, mais cette fois-ci d'une coach en écriture. Et donc, je vais tomber sur une autrice qui s'appelle Corinne Dossa et qui aide justement, que ce soit les romanciers ou ceux qui veulent écrire des autobiographies, à écrire leur propre livre. Donc, je rentre en contact avec elle. On a travaillé à peu près 4 mois dessus, donc à tour de rôle. Donc, dans un premier temps, on lui a expliqué au téléphone un peu notre parcours de vie. Elle prenait des notes et après, par mail, elle nous demandait de développer plus cette partie-là, celle-ci, celle-là. Et puis, voilà comment est née l'idée de voile. D'accord. Bah écoute, pour les prochains témoignages, ce sera certainement le tome 2, tome 3, tome 4, Inch'Allah. Pourquoi pas toute une série. Mais ouais. Mais du coup, c'est bien parce que je me demandais c'était qui Corinne Dossa au début. Oui. À chaque fois, il y a une petite introduction, elle parle de la personne. D'ailleurs, elle a été super bienveillante et gentille avec vous, ça a fait chaud au cœur de dire ça. Et puis, pour la petite anecdote, au début, moi, je voulais absolument travailler avec une coach en écriture musulmane parce que je me suis dit, non, il faut quelqu'un qui nous comprenne, qui connaisse ça là, qui ait tous les codes, tout ça. Et je n'ai pas trouvé. Et au final, subhanallah, quand je l'ai eu au téléphone, on a eu un coup de cœur. Ça a été comme une évidence et pourtant, elle est chrétienne et elle a su mettre des mots sur nos mots. Et des fois, je me dis, mais c'est Dieu qui nous l'a mis sur notre route parce qu'elle était exceptionnelle sur ce projet-là. Machallah. Super, merci pour l'explication de la genèse du livre.
Du coup, tu as répondu à certaines de nos questions, comme par exemple, on vous demandait si vous aviez eu envie d'écrire depuis longtemps. Apparemment, pas forcément. C'est pas forcément. Je sais pas si on pose cette question ou pas, Karima. Bah, Parce que là, allez-y. Est-ce que on est dans un format atypique. ouais, on a un Ouais. petit peu resté en vrai. Est-ce que avant ça, vous aviez déjà eu, Inès, je pense que oui, mais Bintou, je sais pas trop, on ne s'est pas beaucoup parlé. Est-ce que vous aviez déjà eu des envies d'écrire des livres avant ce projet-là, rien à voir avec ce projet? Alors, moi, je pense que ça va être moins long qu'Inès, donc je vais répondre en Vas-y, premier. Désolée. c'est pas grave. Donc, moi, pas du tout, parce que comme je vous ai dit, même quand j'ai appelé mon ami, je lui ai fait part de ce projet-là. Pour moi, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour écrire ce livre, mais voilà, j'avais pas du tout confiance en moi par rapport à ça. Et du coup, bah, j'ai tellement pris goût à ça que je me suis dit que oui, il y aurait un tome 2, mais aborder plusieurs thématiques concernant l'islam, mais pas forcément que sur le voile. Par exemple, là, le tome 2, j'aimerais bien faire les convertis. Sur des anciens athées, anciens reconvertis ou anciens juifs et qui sont amenés à être entrés dans l'islam. Mais c'est vrai que moi, au fur et à mesure du projet, ça m'a donné envie de faire un tome 2, tome 3, tome 4. Mais avant, Voilà. non, du coup, avant, il n'y avait pas de. Non. Avant, pas du tout. Avant 2020, jamais. Ok. Ok, Inch'Allah. Et toi, Inès, du coup, toi, elle a une plume, Inès. Vous avez déjà vu sa plume, mais Ouais. sa plume, elle est C'est bien. notre pépite, Inès. Et merci. Et moi, du coup, on va dire que écrire un livre, non. Enfin, j'avais pas en tout cas l'idée que j'envoie ma candidature parce que pareil, je voyais ça comme étant dans le table toute seule. Mais sinon, Attends, excuse-moi, juste, ça coupe au niveau du son, comme ça, je parle pas plus que ça, sinon on va pas trop bien entendre. Je pense que peut-être il faut que tu cherches ton téléphone ou comme la dernière fois sur le live, tu te souviens? Parce que ça coupe au niveau de ta voix, du coup, ça va être embêtant. Oui, là, ça Excuse-moi. coupe un peu. Un petit peu, ouais. Il y a de la batterie, mais je vais quand même le charger. 2 secondes. Ok, pas de souci. Comme ça, c'est plus clair. Mais c'est vrai que, subhanallah, c'est une très bonne idée de reprendre un tome 2, mais qui va être élargi, en fait. Et du coup, ça s'appellera encore d'ouvert, Non, tu penses, Pintou? là, moi, j'aimerais bien faire les reconvertis ou convertis. Donc, non, le voile, là, faudra trouver un autre titre. Mais ouais. Ok, Inch'Allah. C'est bon, on en a assez entendu parler du voile, hein. Mm. Ça va mieux là? Ouais, oui, complètement. Super. Du coup, moi, je disais, écrire un livre, non, c'était pas un projet avant que je réponde à la candidature de Bintou. Déjà, même quand j'avais envoyé ma candidature, moi, je l'ai envoyée comme ça. J'ai une de mes amies qui m'a envoyé l'appel à témoins. C'était un sujet qui me plaisait. J'ai écrit ce que je devais écrire en one shot. Je l'ai envoyé et je me suis dit, bon, bah, si c'est pris, c'est bien, et si c'est pas pris, bah, je m'en fiche. En fait, j'attendais vraiment pas une réponse positive. Mais sinon, c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'ai toujours écrit. En fait, depuis que je sais écrire, j'écris. Quand j'étais au CP, j'avais un petit journal intime où j'écrivais ce que je faisais de mes journées avec 1 million de fautes d'orthographe. Et après, à partir du CM2, on va dire que j'ai commencé à. En fait, quand notre prof nous a parlé de la poésie pour la première fois avec les rimes, tout ça, j'ai trop aimé. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai écrit des mini-poèmes d'enfants. Et ça m'a toujours accompagnée, on va dire. J'ai toujours écrit, que ce soit des poésies ou que ce soit des moments de ma vie qui m'ont marqué et que je ne voulais pas oublier. Mais oui, c'est vrai que moi, l'écriture m'accompagne tous les jours. Ok. d'accord. Et par rapport à ce livre, donc j'ai posé la question aux deux autrices. Quelle a été l'intention de chacune? Bintou, enfin, comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Moi, mon intention première, c'était vraiment de parler à au moins une personne. Parce que vraiment, je pense que si vous avez lu le livre, vous avez compris que c'était pas tout beau, tout rose. Pour moi, c'était pas si facile que ça. Je me suis pas levée un matin et je l'ai mis comme ça sans difficulté. Donc, je me suis dit, tout ce que j'ai vécu là, si ça peut profiter à au moins une seule âme, et j'aurais tout gagné en fait. C'était cette intention-là. Et la deuxième intention aussi, c'est de participer à un projet littéraire. Et comme dit, l'écriture m'accompagne, il m'a toujours accompagnée. Et j'avais envie de me lancer un peu dans ce projet aussi à titre personnel. D'accord. Ok. Et pour toi, Bintou?
Ouais, ben moi, comme je l'ai dit juste avant, porter le voile, ça a été un cheminement sur 2 ans quand même. Pendant 2 ans, en fait, il y avait toutes ces questions, tous ces West-West qui m'accompagnaient et qui étaient limite une torture mentale parce que le cœur veut, mais la tête est toujours là en train de te mettre des contradictions et ci et ça et ci et ça. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans un pays qui favorise pas ce choix-là. Et donc, pareil, quand j'ai fait mes recherches pour pouvoir sauter le pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hommes qui parlaient de ce sujet-là. Donc, quand tu vas sur YouTube et que tu mets pourquoi mettre le voile, comment le mettre, tout ça, c'est beaucoup de jugements, Ouais, beaucoup de menaces aussi. Si tu le mets pas, tu vas aller en ouais. enfer. Et ça m'a réfuté, hein, ça m'a un peu fait peur tout ça, hein. Et pourtant, c'était des gens de Mhm. la communauté qui étaient censés me motiver à le mettre, mais moi, ça me faisait plus peur qu'autre chose. Et je me suis dit, mais non, en fait, ce voile-là, il doit être mis par amour, par conviction, pas par peur. Et donc, j'avais envie d'amener un peu de douceur, un peu de motivation, parce que souvent, celles qui veulent le mettre, elles sont un peu oubliées. On parle beaucoup de celles qui ne le mettent pas du tout et celles qui l'ont déjà mis, mais celles qui sont en transition, elles sont un peu oubliées, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, voilà, c'était pour motiver celles qui sont en transition. Parce que D'accord, donner une voix aux ça peut prendre quelques mois et des fois, comme moi, ça a pris 2 ans et pour certaines, ça fait 5 ans qu'elles sont dessus et elles n'ont toujours pas sauté le Ouais, pas. c'est vrai. Mm. Parce En qu'il y tout a, en cas, fait, moi, il y je a un pense que c'est un... entre-deux. Vas-y. Pardonne-moi, Anna. C'est vrai qu'il y a un entre-deux et on oublie de le dire entre avant de le mettre et quand tu l'as mis. Mais des fois, on mesure pas tout le cheminement que c'est entre les deux pour certaines personnes. C'est ça. Subhanallah, c'est vrai. Mhm. Mais en tout cas, c'est un livre qui va donner un peu la parole et enfin, je trouvais que c'était un livre d'espoir et un livre effectivement qui donne la voix aux oubliés en fait, parce que c'est rare les personnes qui se lèvent un matin et qui ont une transition de 24 heures, quoi. Mm. Souvent, les transitions sont un petit peu plus longues avec des négociations avec soi-même, avec l'entourage. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est un livre que je vais faire circuler, Inch'Allah, que je ne vais pas garder, que je souhaite qu'il circule en fait pour tomber entre, enfin, de multiplier les lecteurs. Et voilà, et on ne sait pas, tu vois, par exemple, là, dans une mosquée, je pense l'offrir à une mosquée qui a une Oui, c'est vrai. bibliothèque. C'est une bonne Et idée, ça. je pense que ouais, ça pourrait aider pas mal de sœurs qui parce qu'il y avait un manque finalement, tu as vu un manque dans le on va dire dans le marché du livre, tu as vu un manque dans les informations et tu es venu combler ce manque Mm. et ben voilà, en tout cas l'intention est belle et je pense que parce que c'est un livre qui est très récent, on a oublié de le dire mais de début d'année là, de Ouais, janvier. évidemment. Ouais. Donc c'est vraiment le début et Inch'Allah, je pense que ça fera son bout de chemin avec le temps. Inch'Allah. Moi, j'avais une question par rapport à la dame Corinne Dossin. Euh, enfin, pourquoi vous avez décidé de prendre vraiment quelqu'un qui va vous accompagner, sachant que bon, tu m'as dit que tu avais eu un coup de cœur bientôt au téléphone avec elle, mais est-ce que tu n'as pas eu cette peur de te dire, bah, après on sait jamais, bon c'est pas elle qui a écrit le livre, mais tu sais qu'elle le fasse un peu passer pour, tu sais les médias comment ils font passer des fois les femmes voilées en mode elles sont soumises, elles sont ceci. Tu savais pas forcément ce qu'elle allait écrire dans les préfaces. Est-ce que t'as pas eu cette petite peur d'avoir peut-être une pointe de mépris ou de jugement? Tu sais, c'est quand même fou que t'aies eu un feeling avec une personne qui comprend pas entre parenthèses, tu vois, Mm. d'emblée. Bah, du coup, peut-être au final, ça a été le bon ingrédient pour la recette, hein, Ouais, parce que justement, elle était un peu en dehors de tout ça et elle a vraiment laissé tous les a priori qu'elle avait concernant l'islam et les femmes voilées et elle nous a écoutés. Elle a écouté notre vérité et du coup, pour elle, ça a été plus facile pour faire sa préface et sa conclusion. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais besoin de me faire accompagner parce que je savais qu'il y avait des compétences que je n'avais pas. Et comme je t'ai dit, il y a une différence entre écrire dans son journal ouais, intime et écrire un livre qui bah oui. va avoir peut-être une portée nationale, internationale et qui doit captiver tout le monde. Il faut une petite touche d'émotion des fois, ou des fois, il faut insister sur certains passages, détailler certains moments. Et moi, je sais que ça, c'était tout nouveau pour moi, hein. Je Mhm. savais qu'il fallait quelqu'un qui ait ces compétences-là pour nous aider à écrire ça. Et puis, bah, Corinne, comme je t'ai dit, on a discuté 2, 3 fois et je ne saurais pas l'expliquer. C'est mon cœur qui l'a choisi et je me suis dit, c'est elle qu'il me faut parce que elle a un côté un peu, je ne sais pas si tu vas confirmer, Inès, mais elle a un côté un peu psychologue, un peu thérapeutique. Tu sais, avec Corinne, on est passé par les montagnes russes, hein. On a pleuré, on a rigolé, on était émus et elle arrive à faire sortir quelque chose en toi, enfin, tu arrives à te livrer à elle Ouais, facilement. Elle a ce petit truc, Corinne, qui fait que ça a été
elle le bon choix, en fait, tout simplement. D'accord. Mm. Bah, je peux Et confirmer parce que c'est vrai que Corinne, il faut vraiment la rencontrer pour le Mm. comprendre parce que c'est une personne rare. Mm. Et je tiens à préciser, elle vient des Antilles. Et je pense que c'est une précision qui a tout son intérêt parce qu'elle n'a pas comment dire, cette mentalité angoissante, Mm. stressante de la Ah, métropole. Elle est ouais. très, comment dire, Peace. elle est très tranquille, elle se fait pas influencer par les médias, par ce qu'elle peut entendre et tout. Et quand elle écoute les gens, elle écoute vraiment. Mm. Et c'est pas que ses oreilles qui écoutent, c'est son cœur, c'est son esprit, et on le sent. Et quand elle nous parle, il n'y a aucun jugement, et du coup, à aucun moment on a douté de ses intentions, Ouais, et voilà, c'est ça que je veux dire. à aucun moment on a eu peur en fait parce qu'elle n'était pas musulmane. Vraiment, il faut vraiment la rencontrer pour le comprendre, quoi. Mm. D'accord. Ok. Ouais, je pense qu'il fallait, pour nous accompagner, il fallait pas, moi j'étais bloquée pour avoir absolument un musulman, mais il fallait juste une personne très humaine, en fait, tout Bah ouais, simplement. en fait. Voilà. oui. Parce que tu aurais pu être avec un musulman qui est très fermé Ouais, bah finalement. oui, Mm. c'est vrai aussi. L'ouverture qu'il faut rechercher, l'ouverture et la tolérance qu'une religion en particulier, je pense, pour ce genre Oui. de projet, en fait, en tout cas d'association. C'est ça. Et donc, est-ce que c'est elle qui vous a aidé aussi à publier? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la publication? Oui. Alors en fait, c'est une des raisons aussi pour laquelle je l'ai choisie, c'est qu'elle offrait un package en fait. Donc elle nous a vraiment accompagnés depuis l'écriture. Elle m'a conseillé par rapport à la couverture et après on a fait tout le travail de correction, de syntaxe, tout ça. Et après, elle a même fait la publication avec son équipe sur Amazon. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vraiment de A à Z, Ouais, machallah. ouais, vraiment de A à Z. Il y a juste au niveau de la couverture où elle avait pas cette compétence-là. Donc, du coup, on a dû faire appel à quelqu'un d'autre. Pareil, j'ai été aussi bloquée sur un musulman. Je voulais absolument un illustrateur musulman. Et au final, c'était pas du tout un musulman, mais le résultat, il a été waouh parce que Ouais, il y a d'ailleurs, plein de la gens qui couverture, nous, elle est il y a plein de incroyable. gens, ouais, il y a plein de gens qui sont vraiment attirés par la couverture, Elle- quoi. Enfin, qu'ils achètent le livre en premier abord à cause de la couverture. Vraiment. Moi, Donc j'aurais voilà. grave acheté pour la couverture. Est-ce que c'est vous quatre ou pas? C'est un peu bête comme question, mais c'est vous quatre. Ben non, c'est pas. Ah oui, Enfin, ça me ressemble. Enfin, est-ce que tu trouves qu'il y en a une qui me Bah, ressemble? tout le monde nous pose la question, mais même moi, la première fois que j'ai reçu, mes filles, elles m'ont dit, maman, t'es laquelle? T'es où, Bah toi? ouais, est-ce que quatre sœurs et Mais machin. on Et s'en est vous? quand même attribué une Oui, chacune, hein. Oui, oui. ok, machallah. Machallah. Comme quoi, finalement, tu vois, les critères de recherche, Allah, il les a fait exploser. Ouais. Et c'est lui qui sait qui il doit mettre sur la route. Et je pense que, comme là, on demande quelque part de l'ouverture de la part des non-musulmans sur notre choix du voile, finalement, dans ton parcours, enfin, votre parcours d'écriture de livre, Allah, il vous a montré que cette ouverture, il faut se l'appliquer soi-même envers l'autre, finalement. Au final. Exactement. Ouais. Parce que d'abord, avant de vouloir recevoir une chose, que ce soit l'amour, l'argent, la gentillesse, le service, l'ouverture d'esprit, c'est vrai qu'il faut d'abord l'offrir. Et ce point-là, dans les deux exemples, que ce soit pour l'illustration, pour la publication, etc., bah c'est beau parce que je trouve que c'est comme, enfin, en tout cas, que je reçois moi-même en premier comme leçon d'ouverture, en fait, de soi-même donner ce qu'on souhaite recevoir. Ouais, c'est beau. C'est pour ça d'ailleurs que Corinne, elle connaissait mes premières intentions pour ce projet-là. Ouais. Et à la fin, elle m'a dit, je sais que tu l'avais écrit pour une certaine catégorie de personnes, mais il faut que tu dépasses ces barrières-là. Parce que moi, je l'ai fait lire à des amis à moi qui sont pas musulmanes et il y en a certaines qui ont pleuré, d'autres, ça leur a cloué le bec, quoi, carrément. Donc, voilà, ça a été un mélange entre musulmans et non musulmans, mais ce qu'on espère, c'est que ça dépasse les frontières. De toute façon, Inch'Allah, c'est un Inch'Allah. message d'amour, donc c'est censé être universel. Enfin, moi, je l'ai lu en tant que musulmane voilée, mais je veux dire que je pense que toute personne peut le comprendre, en fait, parce que c'est vraiment un message d'amour. Et au-delà du combat du voile, c'est un combat contre soi-même, subhanallah, qui est livré pour l'amour de Dieu, et ça, je trouve que c'est universel. Et contre soi-même, mais aussi en fait parce que c'est universel la souffrance qu'on peut éprouver envers l'entourage, les problèmes de famille, peu importe le choix que l'on fasse, hein, que ce soit le voile ou un autre. Et je pense que c'est ça qui touche, c'est l'universalité de la souffrance humaine en fait, tout simplement. Et effectivement, ça peut dépasser le cadre
simplement des femmes voilées C'est ça. ou des femmes musulmanes. Parce que comme tu disais aussi au début, le fait de faire une autobiographie, ça permet de faire un bilan sur soi-même. Et donc, de calquer aussi un petit peu les épreuves de comment Inès a vécu ça, mais moi, je ne vis pas du tout la même épreuve avec le voile, ça concerne une autre épreuve, mais je vais m'inspirer de sa force pour pouvoir moi-même combattre l'épreuve que je vis, Oui. quelle qu'elle soit. Mais vos 4 histoires étaient assez différentes. Mm. Et ça permettait effectivement, je pense, chacune différemment. Je me suis beaucoup plus identifiée à Léa dans l'histoire, qui se rapproche de la sienne. Mais c'est vraiment, en fait, bon, je vais anticiper un petit peu ce que je comptais dire après. En fait, j'avais donné un petit peu une raison, en fait, un déclic, un déclencheur qui vous a amené au port du voile. Et en fait, Léa, c'était plutôt le vide affectif, le vide intérieur. Bintou, alors vous me corrigez si je me trompe pas, c'était comprendre le Coran en fait, toute la démarche de comment aller vers le Coran. Massénie, c'était l'immobilisation du genou. Elle est trop rigolote, Massénie, j'ai trop aimé. Le déclic de ce qu'il a amené vers le voile. Et toi, Inès, moi, j'ai vu ça plutôt comme une réflexion intellectuelle sur l'obligation ou pas de porter le voile. C'est un peu réducteur, hein. Bien sûr, ça peut pas être que ça. Et donc, voilà. Donc, après, chaque personne, vraiment, c'était des voies très, très différentes, comme pour les conversions, où on vient à l'islam par des chemins tellement, tellement différents. C'est vrai. Bah, du coup, le pari de prendre 4 profils différents, il a été, oui. Il a été validé alors. Ouais, c'est oui. Complètement. Et juste, j'avais une question par rapport au titre du livre. Comment vous l'avez trouvé? Parce que c'est super. Même le titre, il est beau, d'où voile. Genre, même ça, c'est stylé, même ça. Bah, en fait, quand j'ai fait l'appel à témoignage, il me fallait un titre accrocheur. Et je peux vous dire que j'ai pris. Non, je crois que j'ai pris 1 mois et demi avant de trouver le titre. Donc l'affiche, elle était déjà prête parce que je l'ai fait toute seule. Ouais. Mais le titre, je sais pas, il a été inspiré comme ça. Et comme j'ai dit, je voulais apporter de l'amour et de la bienveillance pour celles qui tomberont sur ce livre-là. Donc il fallait que le titre reflète à peu près ce dont le livre allait parler. Donc voilà. Mais ça m'a pris quand même 1 mois et demi avant de trouver juste le titre du flyer. Et donc du coup, désolée, c'est mon fils. Et du coup, en fait, par rapport au titre, on avait fait une réunion Zoom où on parlait un petit peu des idées de chacune. Et au final, je crois qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et on s'est dit, pourquoi pas reprendre le titre du flyer, d'où voile, compte-nous ton histoire. Ok. Et est-ce que vous êtes déjà rencontrés toutes les 4? En vrai, je veux dire. Oui, à la remise, comment dire, on a fait une petite fête à la sortie officielle du livre. Et du coup, on a eu l'occasion de tous se retrouver. Alors, moi, je suis un peu l'électron libre parce que du coup, toutes les 3, donc Massénie, Léa et Bintou, sont à l'école ensemble à Paris. Ah ouais. Et moi, je suis un peu la provinciale qui vient se rajouter au groupe. Mais oui, on a eu l'occasion de tous se rencontrer. Oh, ça devait être trop émouvant, machallah. C'est vrai que ça faisait bizarre parce que du coup, on se captait que par visioconférence alors qu'on a quand même, c'est un projet de la vie, quoi. Et ouais, on a partagé beaucoup de choses avant de se rencontrer physiquement. Donc ouais, quand on s'est rencontrés, on avait l'impression de déjà se connaître depuis pas mal de temps, quoi. Donc ouais, très beau moment gardé en mémoire. C'est trop beau. En tout cas, j'en ai appris beaucoup et voilà, donc je dis encore merci. Enfin, j'aurai l'occasion de remercier encore à la fin. Et en fait, dans l'émission en général, ce qu'on fait, c'est qu'on lit un petit passage du livre pour donner envie aux auditeurs de découvrir le livre et de l'acheter en fait. Ouais. Donc, Anna? Ah mince. Kérima, je recevais toujours tes notifications avec des passages stabilotés. Je suis désolée, tu sais que j'ai tout stabiloté et il est en mode, mais arrête, elle va te prendre pour une folle. Mais non, mais ne sois pas désolée. Nous, on a un groupe WhatsApp où on s'envoie les retours et on attend que ça maintenant. Nous, là, c'est d'avoir les retours. Ça nous fait toujours plaisir d'en recevoir. Hein. Plus t'es à fond, plus non plus on aime, nous. Hein. C'était très dur de pas t'identifier.
Machallah. Donc, Anna, tu peux commencer si tu as un passage bien précis. Moi, je vais essayer de choisir D'accord, pendant... oui. Après, il y en avait plusieurs, effectivement. Page 75, donc Bintou, c'est quand tu as découvert une sœur, en fait, qui lisait le Coran, et c'est un petit peu le déclic vers le voile. Son doigt courait sur la feuille et j'ai compris qu'elle avait passé un cap dans sa foi, car elle lisait l'arabe, non pas comme une langue étrangère, mais comme une langue maternelle. Elle lisait l'arabe comme moi je lisais le français. Pouvoir lire et comprendre le message d'Allah, me suis-je dit alors, vaut tout l'or du monde. Cette sœur, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas, mais elle me rappelait cette fille que j'ai toujours voulu être. Elle ne l'a jamais su, car je ne l'ai pas abordée. Lorsque je dis qu'elle était cette fille que j'ai toujours voulu être, j'entends par là faire partie de celles qui ne se préoccupent guère du regard d'autrui, celles qui sont intimes avec Dieu, au point de délaisser les futilités de ce bas monde. Elles se suffisent à elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'être autres pour plaire à autrui. Elles sont en phase avec leur Créateur et marchent avec détermination sur le chemin qu'elles ont choisi. Et cet effet, tel un cataclysme qu'elle a eu sur moi, me fait penser à ceci. Lors d'une conversation entre Oprah Winfrey et son mentor Maya Angelou, cette première qui venait d'ouvrir une école en Afrique du Sud affirma: aujourd'hui, je sais que grâce à cette école, je laisserai une trace, j'aurai un impact sur la vie de ces jeunes filles. Je viens de graver mon empreinte pour toujours. Ce à quoi Maya Angelou lui répondit: tu ne peux pas savoir. On ne connaît jamais réellement l'impact que l'on peut avoir sur la vie des autres. Chaque personne que tu auras touchée par tes actions, tes décisions ou ton comportement, voilà ton héritage. Et voilà, cette sœur ne le saura jamais, et pourtant, elle aura été un point d'ancrage déterminant dans ma vie. Elle est la cause d'un changement d'orientation dans mon existence. J'ai trouvé ce passage magnifique parce que, effectivement, on ne sait pas. En fait, ce qui est magnifique, c'est comment Allah déplace les âmes et qu'il y a des petites étincelles qui se créent à notre insu. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Et là, forcément, j'ai lu le livre et pas qu'une fois. Et là, je le réécoute et ça m'émeut toujours autant parce que on s'était justement, lors de la soirée de lancement, on s'était dit quel est à chacune d'entre nous, quels sont les passages qu'on a préférés dans le livre. Et c'est fou, mais ce passage revient tout le temps, quoi. Et je me dis comme quoi on n'est pas les seuls à penser ça et que les émotions qu'on a ressenties à l'écriture, à la lecture, finalement, les lecteurs ressentent vraiment ces émotions. C'est pas nous qui nous faisons des chimères, quoi. Et ouais, là, le réécouter, ça... C'est bizarre quand on réécoute. Ouais, c'est vrai que ça... Machallah. Après, Anna, il est très très bien aussi. Hein. Je me suis même demandé, c'est moi qui écris? Non, mais c'est moi qui écris. Et puis ce point-là, c'est super fort qu'il soit toujours repris parce qu'au final, cet inconnu, tout est parti d'elle en fait. Au final, on voit le... Et ça nous donne beaucoup d'espoir, en fait, pour nous-mêmes, parce que parfois on veut voir les fruits de ce qu'on fait, on veut voir les fruits de ce qu'on dit, tu vois, même pour l'éducation de nos enfants, pour tout en fait. Et alors là, il nous montre que non, les fruits, tu les verras plus tard. T'es pas obligé de voir ce que tu sèmes, le voir pousser tout de suite. Regarde cette sœur, je sais même pas comment elle s'appelle, et elle a fait pousser en toi quelque chose de fort, et elle n'est pas au courant. Mais Allah est au courant. C'est l'essentiel, ouais. Mon passage, c'est très difficile parce qu'il y en avait beaucoup, tous les post-it, mais j'ai quand même fait un peu de temps. Donc en plus, c'est Bintou qui a écrit le passage que tu viens de lire, Anna. Ou c'est Oui. C'est Bintou. Ouais. Non, Bintou. Comme ça, on a un peu pour chaque machin. Donc, c'est à la page 172, donc c'est presque à la fin. Et elle dit: la prière m'aidait beaucoup. Une atmosphère qui rassure, une lumière tamisée, un doux tapis, un silence pur. Plus que lui et moi, plus personne n'existe. La terre tourne seulement pour ce moment à nous, ce moment à moi. Je ne le vois pas et lui me voit, mais je peux sentir sa proximité. Sa proximité si légère mais si puissante en même temps. Il est si proche lorsque mon front embrasse le sol, je le sais. Son amour traverse alors tout mon cœur, le réanime, lui redonne toute sa vigueur. Je le sens se serrer dans ma poitrine, je le sens s'émanciper, affirmer des émotions vertigineuses mais si agréables à ressentir. Ça m'émeut beaucoup, Inch'Allah, je ne vais pas pleurer. Les larmes viennent alors tenter d'éteindre ce feu qui embrase mon cœur. Pourtant, j'aimerais que ce temps soit éternel. Laissez-le prendre feu aux larmes, attiser les flammes.
car jamais, non jamais, cet amour ne te consumera mon cœur. Il est bien trop pur, ce véritable amour. C'est comme si mon âme rejoignait mon corps, qu'ils vivaient tous deux en osmose l'histoire d'un instant. Puisse Dieu me rendre cet instant éternel. Et je lui susurre des mots doux sur le tapis du veuteux. Il les entend et me répond. J'ai vraiment, Inès a une plume qui est machallah incroyable. Et en fait, c'est trop beau parce que je trouve que c'est exactement ce qu'on ressent toutes quand on est vraiment dans le rocho, la concentration avec Allah. C'est cette sensation que plus rien n'existe, que tu es que avec lui et qu'il t'entend et tu sais qu'il t'entend et tu pleures parce que tu sais qu'il t'entend, mais ça dépasse le simple cadre sensitif. C'est machallah, j'ai trop aimé. C'est magnifique. C'est trop beau Ouais. passage. Machallah. Magnifique. J'avoue que moi aussi, ça m'a un peu émue. C'était vraiment trop Parce machallah. que c'est tellement rare en plus ces moments-là que Mais oui, je me souviens que je l'avais écrit. C'était en plus, c'était même pas par rapport au livre. Hein. C'est comme je disais en préambule, quand je ressens parfois des émotions vives, je les écris dans mon téléphone, dans mes notes. Et j'avais écrit ça parce que c'est un moment tellement rare. On aimerait bien le vivre tous les jours, mais voilà. c'est les Et petits je me suis dit, fallait que je le rajoute. Ouais, alhamdoulilah. Donc là, après, on a pour habitude, c'est de donner rapidement, hein, parce que là, en plus ou moins, on a distillé quand même notre avis, donc notre avis sur le livre qu'on a lu. Anna, tu viens de dire rapidement, je me rends compte que j'écris un peu. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé, parce que je vois le pavé. Comment je vais faire alors? Mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais je vais essayer d'aller vite. Non, mais vas-y, toi, comme ça, je vais sélectionner un peu dans ma tête avant. Ce que je dis. Ok. Vas-y. Bon, parce que j'en ai déjà parlé aussi. Donc ce livre, c'est avant tout un témoignage, donc une biographie de 4 autrices. Mais c'est pas seulement un témoignage sur le voile, c'est un témoignage sur la foi, donc un témoignage de foi. Et donc les 4 auteurs, ES, parlent à cœur ouvert, vraiment. Et cette biographie permet l'identification. Donc moi, comme je disais un petit peu plus avec Léa, et les auteurs, en fait, nous donnent vraiment espoir, nous donnent des conseils de façon détournée, puisque c'est par leur expérience qu'on a des conseils. Et en un mot, en fait, inspire. Voilà, en tout cas, moi, c'est le mot qui m'est venu avec ce livre. Et c'est vrai que inspirer, faire rêver et ouvrir les possibles, c'est un petit peu ce que vous avez fait avec ce livre. Et donc, il est assez léger par la plume, c'est-à-dire, on est quand même sur une biographie, donc c'est pas un roman littéraire, mais léger par la plume, mais très très lourd dans son sens et dans son impact. Et Inch'Allah, je pense que ça aura un impact assez large. Pourquoi un discours léger par la plume? Quand je dis ça, c'est plutôt parce que c'est comme si, en fait, et c'est peut-être voulu, c'est comme si c'était des amis qui vous parlaient, en fait. Hein. On ouvre le livre et puis en fait, c'est des sœurs, des amis qui vous parlent directement, avec beaucoup de sincérité. Et donc, sans trahir le contenu, je voulais donner un petit titre à chacune des intervenantes, des autrices. Donc, Léa, tu choisiras ta religion une fois adulte. Et pourtant, Bintou, quand pudeur rime avec splendeur. C'est vraiment une petite indice. Massini, le jeu nous et la solitude. Ouais. Et pourquoi, comment, la foi par le raisonnement. C'est quoi pour Inès? Le premier? Non, pour Inès, c'est quoi le dernier? Ah, pourquoi, comment, la foi par le raisonnement. Machallah. Mais Inès, c'est vraiment ça, machallah, c'est d'intellectuel. Enfin, la C'est fou comment foi, vous le m'avez voile. cerné. Machallah, ouais. Alhamdoulilah. Voilà. Donc, du coup, pour parler de mon avis par rapport à l'ouvrage, déjà, c'est moi qui suis allée vers Bintou pour lui proposer. Oui. Mais c'est vrai qu'après, j'avais vraiment envie de le faire passer sur Allo, parce que voilà, Sœur Phileb, parce que je trouve qu'on a une mission aussi de Dawa malgré tout. Et parce que j'aime bien soutenir mes sœurs qui sont un peu comme moi, qui essayent de faire des petites choses. Et c'est pas facile Voilà, c'est pas facile. Mais j'ai eu peur, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'espère que c'est pas encore un témoignage genre sur c'est trop bien. Comme on a dit un peu au début, comme Bintou t'a dit au début, il y a beaucoup de livres sur pourquoi il faut porter le voile, les obligations, les machins. J'avais un peu peur, j'avoue, que ça soit ça. Parce que ça, on en voit, et c'est bien, hein, machallah, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et ce qui me dérange dans ce type de témoignage, c'est que ça va pas beaucoup plus loin que le hijab. Tandis que dans ce livre, et
j'ai lu quelques pages, j'ai compris. En fait, ce que j'aime bien, c'est que dans cet ouvrage, on ne parle pas du hijab comme la finalité de la religion. Exactement. Tandis que dans beaucoup de comptes, même sur YouTube ou des prédicateurs, on a l'impression que quand ils parlent du hijab, c'est vraiment limite, t'as mis ton hijab, c'est bon, tu peux aller au Jannah, c'est bon, arrête-toi là, ça y est. Le hijab, c'est ta porte vers le Jannah. Alors qu'au contraire, on comprend bien dans les cadres que vraiment le hijab, c'est le début, mais juste la première pierre posée du cheminement. C'est vraiment que là que le cheminement commence. Et je dis pas qu'on n'a pas de foi sans hijab, mais on le sent vraiment prendre un autre tournant, ce cheminement, à partir du moment où vous avez revêti le hijab. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'on n'a pas eu des discours en mode ouais, mon hijab, c'est toute mon identité, ou sans lui, ou à partir du moment où je le mets, j'ai une place privilégiée au Jannah. Non, c'est vraiment, je trouve que vous avez compris le hijab comme quelque chose de mature. En mode, c'est quelque chose de bien dans mon cheminement, mais c'est pas tout. Genre, j'ai encore beaucoup de pas à faire. Et ça, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à simplifier le hijab, tu vois. Comme tu avais dit au début, si tu ne le mets pas, tu vas en enfer. Et si tu le mets, limite, c'est bon. Limite, même des fois, ça me fait halluciner. Je vois dans des critères de recherche de frères, une femme qui porte le hijab, mais comme si c'était genre, c'est tout, tu vois, porte le hijab, c'est bon, même si elle ne fait pas le reste, tu vois. Et ça, j'ai bien aimé. Et surtout, j'ai bien aimé aussi le côté très émouvant, le fait que vous livriez en fait au lecteur avec autant de sincérité, sans manque de pudeur. Voilà, pour faire un mauvais jeu de mots, mais vous parlez de vous, mais sans manque de pudeur. C'est vraiment bien fait en fait. C'est vraiment très touchant, mais il y a quand même la dignité de la femme qui reste, machallah. Et je vous remercie. Franchement, c'était un plaisir de lire votre livre et de vous inviter qui plus est. Et on s'engage à le diffuser parce que c'est vraiment un ouvrage d'utilité publique pour nos sœurs. Donc, barakallahu fikum les deux. Ouais, Je merci voulais juste beaucoup. rebondir sur un point. Vas-y. Kalima, quand tu as parlé d'identité, on n'en fait pas notre identité unique. Mais ça, je trouve qu'il faut tellement le dire et le redire et le crier sur tous les toits. Parce que comme tu dis, en fait, à partir du moment où c'est bon, on a passé le cap et on a réussi à être en phase avec finalement ce dont on a toujours voulu. Et qu'en fait, on vient à nous réduire, ben voilà, à partir de maintenant, tu es une femme voilée. Ouais. Voilà, et c'est tout. Et c'est ton identité. Mais en fait, non. À quelle heure j'ai dit que parce que j'ai un accoutrement comme ça, ben mon identité, je suis que ça en fait. Et sous prétexte que j'ai un tissu sur la tête, ben, tu penses me connaître. Et c'est quelque chose qui qui m'anime beaucoup et qui me révolte parfois quand je vois certaines personnes se comporter avec moi et me prêter une personnalité parce qu'ils pensent m'avoir cerné dans mon entièreté, dans ma globalité à cause du tissu que j'ai sur la tête. Et je trouve que c'est réducteur, mais d'une puissance incroyable. Voilà. Et je voulais le dire parce que même s'il y a peu de personnes qui nous regardent, arrêtez de réduire les femmes pour un bout de tissu, quoi. C'est voilà. C'est toute. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. C'est toute la réduction liée aux a priori. Par exemple, il y a un philosophe assez jeune qui est ultra tatoué, et il a des remarques sur son physique parce que forcément, il fait plus bad boy que philosophe. Et donc, c'est pas uniquement le voile, hein, c'est vraiment tous les préjugés. On se dit, non, cette catégorie ou quelqu'un qui aurait un accent ch'timi à couper au couteau, tu vois, tu dis, il est demeuré. Alors que non, pas forcément. Il a un accent, certes, exotique, mais il n'est pas demeuré. Et l'inverse aussi, Comme tu disais tout à l'heure, des personnes qui peuvent faire assez classe ou assez bien apprêtées, etc. Et puis et en fait, mais est-ce qu'on peut en vouloir en même temps aux personnes? C'est bien d'ouvrir le champ de vision des personnes, mais je pense pas qu'on puisse leur en vouloir parce que peut-être que nous-mêmes, est-ce qu'on le fait pas sur certains a priori? Par exemple, si je parle de tatouage et de la philosophie, tu vois, est-ce que ça match ou pas? Est-ce que ça fait sérieux ou pas de notre côté avec des trucs, des piercings et tout ça? Et voilà, en fait, ouvrir les esprits sans peut-être se dire c'est pas normal, parce que je pense que le jugement fait partie de la nature humaine. On a forcément des opinions d'après ce qu'on s'est fait. Alors quand c'est les médias, c'est terrible, mais d'après l'opinion qu'on s'est fait de quelque chose, on a une opinion. Mais après, je pense qu'on est rentré dans une ère, en fait, l'humanité entière, hein, musulmans, non musulmans, dans une ère d'ouverture, en fait, vraiment l'un à l'autre, je pense, et d'acceptation, en fait, d'acceptation, d'aller au-delà des apparences. Et même dans notre communauté entre nous, quoi. Parce que c'est vrai que en vouloir aux non-musulmans qui nous collent une étiquette, bon, comme dit, c'est de l'ignorance
dans la majeure partie des cas. Mais quand c'est des gens de notre communauté qui nous réduisent à ça, c'est encore plus désolant, quoi. C'est ça, machallah. Oui. Mais bon, comme le professeur Sami était toujours attaqué, malgré la grande vérité qui émanait de lui, la grande sagesse et la grande lumière, en fait, moi, c'est un petit peu mon questionnement actuel, en fait, pour me permettre de peut-être de déployer un peu plus ce que j'ai à transmettre, c'est de me dire si un si grand homme a été traité de fou, de débile, de sorcier, de tout ce qu'on veut, et combattu, etc. Qui suis-je moi pour ne pas être, ne pas déplaire à qui que ce soit, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est une preuve d'unité, machallah. Oui, alors que tu vois, moi, je suis carrément au ras des pâquerettes, donc forcément, je vais déplaire. Forcément, je vais déplaire. Parce que moi, par contre, je suis pas la vérité. Tu vois, je dégage des choses qui sont mauvaises, tu vois, contrairement à lui. Voilà, donc. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, on termine toujours avec les actualités. Donc, est-ce que vous avez des actualités, des choses à partager, voilà, que vous allez faire C'est soit bientôt, au nom de votre livre ou même individuellement. ou personnellement? Oui, oui. Bintou, ça fait longtemps que t'as pas entendu. Non, je coupe le son parce que je veux pas que mon fils il nous dérange. Ah, d'accord. Du coup, l'actualité, c'est là, on va débuter le deuxième tome, comme je vous ai dit, sur les reconvertis ou les convertis. Donc, le flyer est déjà prêt. J'attends la rentrée pour pouvoir le lancer sur les réseaux sociaux et pareil dans l'école. Ok. Et j'espère qu'il aura le même succès que Douvoile, parce que pour certains, c'est pas un succès, on n'est pas dans toutes les librairies ou autres, mais moi, juste le fait qu'on ait reçu certains retours de certaines sœurs, déjà, ça c'est déjà beaucoup. Qu'on soit dans une dizaine de points de vente, pour moi, c'est énorme. Qu'on fasse tous les jours des ventes sur Amazon, pour moi, c'est immense. Et donc, voilà, j'espère... envoyez-nous plein de bonnes ondes pour la sortie du tome 2 avec les convertis et les reconvertis. Ok. Et toi, Inès, est-ce que tu as une actualité? Moi, bientôt, dans 2 mois, je retourne à la réalité. Je retourne, je commence ma nouvelle vie, on va dire, d'interne. Du coup, ouais, ça va être moins fun et moins poétique que l'écriture, on va dire. Mais on va dire que c'est surtout ça. Et puis sinon, dans mon coin, continuer à écrire mes petites poésies. Et prochainement un recueil, j'espère, mademoiselle. J'espère. Oui. J'espère. Après, quand on écrit de la poésie, il faut en récolter pas mal avant de faire un truc bien épais. Donc, ouais, je me laisse le temps. Et puis, le jour où ça viendra, ça viendra. Un peu comme Douwall, ça m'a un peu tombé dessus. Je ne m'y attendais pas du tout. Là, quand je serai prête, on va dire que ce sera le moment, ça se fera. Laissez le temps au temps. Et toi, beau projet. Inch'Allah, la rentrée, ça peut être septembre, octobre, décembre, je sais pas. J'ai sauté novembre d'ailleurs. Ce serait de reprendre les ateliers d'expression. Et j'aimerais créer un cercle littéraire, en fait, où on lit des passages de livres, de poésie, de littérature, ou de grande littérature classique, ou moins classique, ou moderne, ou témoignages, etc., qui est vraiment un partage de mots en présentiel. Pour moi, c'est important. Un partage de mots pour véhiculer du sens et des émotions, en fait. Véhiculer quelque chose qui tourne entre nous, quoi. D'où le cercle littéraire, un peu comme les poètes disparus, en tout cas. La petite rêve. Ouais. Mais du coup, ça, c'est pas encore prévu. Enfin, c'est prévu, mais c'est pas encore concret. C'est pas encore construit, non. D'accord. Là, il te facilite pour le mettre en. Mm. Et moi, pour mon actualité, j'ai toujours ma chaîne YouTube avec tout. D'ailleurs, ça sera sur la chaîne d'Anna, pardon, à Livre Ouvert. J'ai toujours ma chaîne YouTube que je nourris assez régulièrement. Et puis, une actualité littéraire à suivre très prochainement, c'est-à-dire dans le mois qui va suivre, Inch'Allah. Enfin, ça fait 40 ans que je vous dis ça, mais là, c'est bon, on y touche. Très bientôt, mon prochain ouvrage, je suis très contente. Inch'Allah, Inch'Allah. Et voilà. Et puis le mois prochain, on est encore là avec Anna et jusqu'à ce que Allah nous permette de parler de nos vies et de faire cette émission. Tu nous fais un petit pitch ou pas? Pitch de ton prochain ouvrage? Et je vais parler de Mania par rapport à cet ouvrage, mais je ne vais pas parler de l'ouvrage en lui-même parce que j'essaie d'être je suis un peu superstitieuse par rapport à ça. Oui. Mais du coup, c'est un ouvrage qui, j'espère, par la volonté divine,
essayera, à ma petite échelle, je suis personne, j'ai bien compris, mais essayera d'apaiser un peu tous ces conflits, justement, qui sont un peu entre nous, entre musulmans nous-mêmes, de, voilà, toi, tu es plus dans l'égarement parce que ta pratique, elle est comme ceci, lui, il est ceci, lui, cela. En fait, j'essaie, dans cet ouvrage, il y a vraiment tout un panel de personnalités religieuses, donc musulmanes, Mm. de personnes qui se relient, qui se rattachent à leur foi d'une façon différente, parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui sont toutes musulmanes, mais qui ont des foi différentes, qui ont des façons différentes de s'y attacher. Et j'espère que ça nous ouvrira un peu plus l'esprit et qu'on sera moins dans des combats d'ego et de toi t'es garé, toi t'es ci, toi t'es wahhabi, toi t'es soufi, toi t'es machin. Ouais. Voilà, j'espère, Inch'Allah. Après, ça c'est Mania et c'est Allah qui fera le reste. Mais Mm. c'est Mania. Mhm. Bah, Voilà. c'est une bonne thématique parce qu'il y a beaucoup de conflits en interne et ça me rappelle Mm. beaucoup de passages de certaines sœurs qui m'avaient envoyé leur témoignage justement, qui avaient trop peur du jugement, mais de la communauté en elle-même. Ouais, c'est un... C'est même pas les médias, c'est même pas voilà, Depuis... les islamophobes, tout ça, c'était beaucoup de jugement dans la communauté. Donc ça, c'est très très bien comme projet. Oui. Et ce côté enfermant, finalement, c'est arrêter aussi de penser que la communauté, c'est le prophète ou que la communauté, c'est Allah. Ce sont des êtres humains Ouais, exactement. avec leurs égarements, qui projettent leurs propres peurs, qui projettent leur vision du monde. C'est vraiment juste des êtres humains. Et tant qu'on divinise un petit peu, mais c'est normal, c'est la peur de l'exclusion du groupe, mais tant qu'on divinise un petit peu à l'intérieur les musulmans, musulman n'est pas égal à islam. Bah oui. Musulman Exactement. est égal à être humain, qui essaie de pratiquer un petit peu l'islam, comme il peut. Mais voilà, On peut, machin. comme on peut. Anna, tu veux finir avec la citation du jour? Oui, d'accord. Donc, c'est une citation, il n'y a pas de... c'est donc Sénèque, hein. Oui. Citation de Sénèque, de la lettre à sa mère. À tes yeux, l'unique parure, la beauté suprême et qui nargue toutes les atteintes du temps, l'ornement le plus glorieux d'une femme, c'est la pudeur. Voilà, on terminera avec ce mot de la fin. Méditer sur ça. À méditer. En tout cas, ravie de vous avoir reçu et beaucoup de bonnes choses pour cet ouvrage, Inch'Allah. Merci. Oui. Et si le temps nous arrive, on refait une émission, bien sûr. Évidemment. Ça va? Inch'Allah. Ça marche. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum.